Bonsoir, je voudrais remercier tout le bureau de la Samir, notamment le président Omar Berbiche, Meriem Harouche, Bakali Moussine et Abdou Baz, de m'avoir invité à vous faire à nouveau cette présentation sur la pathologie cornéenne, que j'aime beaucoup, vous le savez, et partager avec vous les plus jolis cas de mon expérience de cette pathologie. Donc, vous savez que la cécité cornéenne concerne des millions de personnes dans le monde, préférentiellement dans les pays moins développés et les pays plus proches de l'équateur en raison des affections infectieuses. L'anatomophysiologie de la cornée est une chose qui est souvent mal connue et il y a beaucoup de notions importantes. La première notion, c'est le rôle très important de l'innervation cornéenne. Vous voyez ici des images de microscopie confocale que j'avais faites aux États-Unis dans l'équipe de Roger Boyerman. Et puis, cette innervation est très importante parce que dans la cornée, contrairement à la peau, il n'y a pas de vaisseaux qui peuvent stimuler et favoriser la cicatrisation. Et donc, le rôle des nerfs cornéens, c'est justement de lancer les processus cicatriciels à l'aide de neuromédiateurs. Ce qui caractérise donc la cornée, c'est les processus cicatriciels, c'est la douleur. Lorsqu'on essaye d'inhiber la douleur dans la cornée, on s'expose à des problèmes de cicatrisation, vous le savez. Il est déconseillé d'utiliser d'anesthésiques locaux en cas d'ulcère. Une deuxième particularité de la cornée, c'est que sa transparence est assurée par la déshydratation permanente de la matrice de collagène du stroma. Et cette déshydratation est effectuée en grande partie par les cellules endothéliales de la cornée qui jouent un rôle de pompe NAK en transférant l'eau et les ions du stroma vers l'humeur aqueuse. Troisième notion, l'épithélium cornéen qu'on voit ici en haut de cette coupe histopathologique joue un rôle très important de barrière. C'est une barrière extrêmement efficace contre toutes les agressions et cet épithélium a une physiologie très spécifique. La phrase qui résume tout ça, que j'avais proposée dans les années 90, c'est que l'épithélium respire dans les larmes et se nourrit dans l'humeur aqueuse. Cela signifie que si l'on interpose entre l'humeur aqueuse et l'épithélium cornéen un objet qui est imperméable, par exemple un segment ou un lenticule intracornéen, eh bien, ce segment ou ce lenticule intracornéen, si le matériau n'est pas perméable au glucose et aux acides aminés, eh bien, il va y avoir une atrophie aseptique de l'épithélium en regard qui va donc peut-être entraîner des complications. Donc, tout ça est important à connaître parce que lorsqu'on nous propose des techniques de chirurgie réfractive qui impliquent une interférence avec la physiologie de la cornée, eh bien, on doit être au courant que cette interférence peut entraîner des dommages importants. Le dernier schéma en bas à droite est un schéma extrêmement complexe pour lequel on ne va pas rentrer tout de suite dans le détail, mais que je vous représenterai tout à l'heure à l'occasion d'un cas clinique. Deuxième diapositive qui était également très complexe, mais qui illustre bien le problème de l'ophtalmologiste avec la cornée, c'est que le rôle de l'ophtalmologiste, qu'il soit spécialiste ou non, c'est d'éviter au patient de partir d'une des cases du haut pour arriver à la case en bas à droite qui est la kératoprothèse. Autrement dit, nous avons à notre disposition tout un portfolio de techniques chirurgicales que l'on peut mettre en œuvre lorsqu'on est confronté à un problème sérieux de pathologie cornéenne. Et c'est la mise en œuvre dans un temps approprié de ces techniques qui va empêcher le patient de descendre un peu comme dans le jeu Tetris vers le bas, avec un pronostic qui se dégrade. Plus on reste là-haut, mieux on se porte. Plus on descend vers le bas, plus les chances de perdre la vision sont grandes. Donc, vous voyez que dans le cas d'un ulcère de la cornée avec un déficit épithélial persistant, eh bien, s'il n'y a pas de nécrose stromale, on va commencer par mettre une lentille silico-hydrogel. Mais dès qu'on va voir une nécrose, eh bien, il va falloir empêcher cette nécrose de se poursuivre ou de se calcifier. Et pour ça, on utilise la membrane amniotique. Si la nécrose stromale d'origine infectieuse ou aseptique s'approfondit, on va pouvoir utiliser les colles acryliques. Et puis, si ça ne marche toujours pas, qu'on a un desmétocèle, eh bien, on va procéder à une chirurgie en urgence avec soit une greffe bouchon, une greffe atypique, soit éventuellement une DALC en disséquant entre le stroma résiduel et la desmette pour mettre d'emblée une greffe complète lamellaire profonde. Quand on a un échec de cette DALC, eh bien, on peut procéder à une greffe transfixiante. Et si la greffe transfixiante ne marche pas, eh bien, on est obligé d'avoir recours à une technique beaucoup plus radicale, mais avec 50% de risque de perdre de la vision ou de l'anatomie de l'œil, qui est la kératoprothèse. Dans les amincissements marginaux périphériques, le problème est souvent celui
d'une déformation très importante de la cornée. Et c'est là qu'interviennent les techniques spéciales de wedge résection. Parfois, dans certains amincissements marginaux très évolués, on peut avoir une perforation du globe avec la nécessité de recourir à des greffes atypiques ou à de la colle, notamment dans le Mouraine ou dans certaines formes de maladies de terrien. J'ai parlé tout à l'heure à la session spécialisée du kératocone, et dans le kératocone, l'ophtalmologiste doit avoir présent à l'esprit une notion extrêmement simple. Quand on a plus de 400 microns d'épaisseur résiduelle dans la partie la plus mince, on peut avoir recours aux techniques conservatrices comme les anneaux intracornéens ou le cross-linking ou la PTK, mais dès qu'on passe en dessous de cette limite et si les lentilles ne sont plus tolérées, à ce moment-là, on est obligé d'avoir recours à la greffe lamellaire profonde. Pour ce qui est des anomalies de surface en relief ou des opacités du stroma antérieur ou des stromas plus profonds, eh bien, toutes ces anomalies qui sont les kératites en modelette, les dégénérescences de Salzmann, les nodules de la kératite virale ou les dystrophies du stroma, eh bien, on peut avoir affaire soit à la PTK, soit à la kératectomie. La PTK est une technique extrêmement facile à utiliser à condition d'en comprendre les principes et on y reviendra. En cas d'échec des méthodes antérieures conservatrices, là encore, on est obligé d'avoir affaire à faire une greffe profonde lamellaire. Dans les œdèmes de la cornée, eh bien, dès qu'il y a une baisse visuelle, qui est plutôt caractéristique en début de journée, puisque c'est l'anoxie nocturne qui favorise la défaillance endothéliale, eh bien là, le traitement moderne et très efficace, c'est le remplaçant sélectif de l'endothélium par la DIMEC. Lorsque la DIMEC ne peut pas être pratiquée, notamment parce qu'il y a des anomalies architecturales du segment antérieur trop importantes, perte d'iris, aphakie, eh bien, on utilise plutôt la DISEC, qui est une greffe un peu plus épaisse, avant de procéder, en cas d'échec, à une greffe transfixiante. Le dernier chapitre est certainement le plus difficile à gérer pour le chirurgien de la cornée. C'est celui qui concerne le déficit des cellules souches de limbique qui sont responsables de la maintenance épithéliale, c'est-à-dire du remplacement de l'épithélium tous les 7 jours par ces stocks de cellules souches au limbe. On peut perdre les cellules souches limbiques soit par des mécanismes simples comme l'exposition solaire, c'est le cas du ptérygion, et c'est une maladie qui est assez bénigne, soit par des processus beaucoup plus sévères, auto-immuns ou toxiques, ou encore par des brûlures chimiques de la cornée. En cas de déficit de cellules souches et de néovascularisation de la cornée, eh bien, on peut faire une autogreffe de limbe, complétée éventuellement par de la membrane amniotique ou par une allogreffe de cellules souches. Mais ce sont des techniques complexes à mettre en œuvre et qui ne sont pas toujours couronnées de succès. Voilà, donc ici un petit diagramme pour vous rappeler les différents types de greffes de la cornée, soit la greffe transfixiante classique avec un remplacement de pleine épaisseur, soit une greffe lamellaire par kératectomie au laser femtoseconde avec un greffon qui ne prend pas la totalité du stroma, soit maintenant de façon beaucoup plus courante, la technique DALC avec une greffe lamellaire antérieure profonde prédysmétique qui utilise la technique de la Big Bubble. Dans les greffes endothéliales, on a parlé de la DISEC automatisée par découpe avec maintenant la possibilité de réaliser des greffons ultra minces de moins de 100 microns. Et puis la DIMEC qui est la technique reine puisqu'elle ne crée pas d'interface stromale et donc une qualité optique en général bien meilleure que ce qu'on peut obtenir par DISEC. Ici, c'est un petit quiz que j'ai l'habitude de montrer pour souligner l'importance de l'examen à la lampe à fente. Vous voyez que dans cette cornée, on a plusieurs anomalies et si l'on révèle les diagnostics possibles, on voit qu'il y a un anneau intracornéen qui révèle un traitement de kératocone, un anneau de Fleischer qui confirme le kératocone, mais également une cornea farinata avec ses anomalies stromales avec des séparations polygonales claires. Et il faut savoir que cette cornea farinata ne donne jamais de retentissement visuel. Ici, vous voyez également associé à ce kératocone et cette cornea farinata une dystrophie de Kogan typique avec les empreintes et les contours géographiques, les microkystes intraépithéliaux. Alors, il faut savoir que la cornée est souvent victime de la pathologie régionale et vous voyez ici une lésion très univoque qui est la phlyctène avec l'infiltrat stromal à distance du limbe et un appel vasculaire de cette réaction inflammatoire qui est une hypersensibilité retardée
à des toxines fabriquées par les germes piégés dans les glandes de mucomucus adjacentes. Donc, ces lésions surviennent généralement au point de contact entre la cornée et la périphérie de la cornée. Et c'est une pathologie inflammatoire, ce n'est pas une pathologie infectieuse. On peut donc la traiter par une corticothérapie topique, mais surtout par des soins d'hygiène des paupières, par le traitement des glandes de mucomucus, par la chaleur et les massages, les antibiotiques. Cette lésion est commune à la kératite ficténulaire de l'enfant, à l'ulcère marginal de l'adulte et à la kératite rosacée. Vous voyez qu'il y a d'autres bloéphaриtes atypiques qui peuvent entraîner ce même type de lésion avec une vascularisation périphérique, des infiltrats et des ulcères marginaux. Et vous voyez notamment la blépharite staphylococcique avec des orgelets multiples à la base des cils. Vous voyez ici une blépharite papillomateuse et on voit ici que les papillomes, ici une verrue, vous savez, sur le bord de la paupière, une verrue marginale, qui donne typiquement la même flictène avec un appel vasculaire en bas à droite. Vous voyez que dans certaines formes de pathologie palpébrale très sévères, comme ici cette rosacée avec une blépharite qui donne un épaississement et une inflammation très sévère de la marge des paupières, eh bien, on peut avoir des kératites rosacées très importantes où il n'y a plus la lésion ficténulaire, mais où on voit un amincissement avec un envahissement vasculaire de la périphérie de la cornée. Un aspect qui n'est pas sans rappeler la maladie de Terrien que je vous montrerai après. Alors, ces infiltrats périphériques de la cornée et ces réactions vasculaires doivent être distingués absolument des mécanismes beaucoup plus sévères immuno-allergiques et notamment ce cas de vascularite à ANCA. Vous savez qu'il y a 3 maladies systémiques, la maladie de Wegener, la polyangéite microscopique et la maladie de Schurg-Strauss, qui donnent des vascularites très sévères qui engagent le pronostic vital du patient. Et vous voyez que ces aspects doivent être reconnus. Un des principaux signes distinctifs, qui les distingue donc de la kératite marginale et de l'ulcère marginal avec la kératite ficténulaire, c'est l'absence d'espace clair entre l'infiltrat limbique et la vascularisation limbique. Cet aspect doit également être distingué de l'ulcère de Muren qui entraîne un amincissement avec une berge en surplomb, qui n'est pas le cas dans cette image. Alors, on passe à une autre pathologie de la périphérie et qui nous rappelle que les cellules qui régénèrent la surface épithéliale viennent du limbe. On voit ici en OCT ce contingent de cellules limbiques souches. Et dans ce cas, ces cellules ont dégénéré à cause d'une pathologie actinique liée à l'exposition solaire excessive chez cette patiente qui habite à La Réunion. Et vous voyez que cet envahissement de l'épithélium cornéen par ce contingent de cellules anormales peut très bien être examiné par l'OCT. Vous voyez l'épaisseur de l'épithélium anormal par rapport à un épithélium normal et le front de progression de cette lésion. Il s'agit donc ici d'un carcinome épithélial in situ, on appelle ça CIN en anglais, et que ce carcinome in situ est assez difficile à traiter. Cette patiente a été opérée par son ophtalmologiste, puis par moi, à de nombreuses reprises avec une ablation de l'épithélium, une autogreffe de limbe, une greffe de limbe itérative sans succès. Et finalement, c'est l'interféron alpha topique qui a permis de guérir cette patiente avec une guérison complète, une restitution ad intégrum en quelques semaines et une mise sous traitement pendant plusieurs mois. Ici, vous voyez une autre pathologie de la surface de la cornée, c'est un éphélion traumatique avec un corps étranger intracornéen qui a entraîné un retentissement optique très important. Vous voyez ici une aberration sphérique majeure, une coma très importante, une limitation de la meilleure acuité visuelle. Et l'on peut dans ces cas faire une ablation thérapeutique au laser excimer transépithélial qui va considérablement améliorer les amélies optiques et normaliser l'acuité visuelle. Ici, un autre cas de pathologie partie de la surface de la cornée avec une infection cornéenne post-lasique. Ici, l'objet de l'image, c'est de rappeler que les infections post-lasiques sont toujours extrêmement sérieuses, d'abord parce qu'elles sont très rares et d'autre part parce qu'elles sont liées à des germes très atypiques. Il est donc impératif dans ces infections post-lasiques de faire
une appréciation microbiologique avec un laboratoire très spécialisé. On arrive maintenant aux dystrophies de la cornée, avec la dystrophie la plus fréquente, autosomique dominante, donc ce sont des familles entières qui sont atteintes. C'est la dystrophie granulaire ou de Grenot type 1. Vous voyez que dans les livres, on apprend souvent que cette dystrophie est superficielle diffuse. Ici, vous voyez un cas caractéristique, mais qui a une extension beaucoup plus profonde que ne laisse entendre la théorie. Et donc, malgré cette profondeur des lésions, on peut tout à fait utiliser dans ce cas un traitement guidé par la bérométrie ou un traitement réfractivement correct. La stratégie que j'utilise pour ne pas induire d'hypermétropie chez ces patients, c'est d'utiliser une alternance de traitement de +3, -3 ou +1, -1, c'est-à-dire qu'on est réfractivement neutre et on arrive à ablater en périphérie les lésions sans être excessif. Vous voyez, il reste des lésions ici, mais ces lésions ont été effacées en surface, ce qui permet aux patients de récupérer un meilleur confort, de ne plus avoir de pathologie érosive et d'améliorer son acuité. Ici, une autre dystrophie très classique, mais plus rare, la dystrophie de Reisbach-Leers en rayon de miel. Vous voyez que le stroma est tout à fait anormal en OCT. Il a cette disposition de densification sous-épithéliale avec un aspect crénelé très caractéristique. Vous voyez qu'en utilisant le traitement que je préconise, on commence par faire une ablation de +3 sur un grand diamètre. On fait suite avec une ablation de -3 sur un très grand diamètre. Et vous voyez qu'on arrive à normaliser la surface cornéenne sans avoir induit de changement réfractif significatif. Ici, un autre exemple de la théorie. Vous voyez que dans les livres, on apprend que la dystrophie grillagée de Bieb-Abdimer, qui sont des dépôts amyloïdes de la cornée, est en général profonde. Et vous voyez qu'ici, la majorité des lésions sont superficielles et donc accessibles à un traitement de photoablation thérapeutique. Il n'est donc pas nécessaire dans cette dystrophie, dans tous les cas, de faire une greffe de cornée profonde ou transfixiante. Ici, un cas clinique qui attire votre attention sur ce qu'on voit n'est pas forcément la cause de ce qu'on imagine. Vous voyez que ici, on voit une opacité très sévère à la suite d'un traitement par PKR de -10 sur un volet de LASIK. Et on a l'impression que c'est cette opacité qui est la cause de la mauvaise vision chez ce patient. Ce patient n'a que 2/10. Et vous voyez que lorsque l'on fait une topographie cornéenne, on réalise que finalement, la première cause de mauvaise vue chez ce patient, c'est le décentrement de la zone optique. On peut donc, dans ce cas-là, utiliser une combinaison de photoablation thérapeutique au laser excimer guidée par la topographie pour effacer la cicatrice et recentrer la zone optique de façon à améliorer l'optique de l'œil. Ici, un exemple similaire où on voit que c'est une complication du microkératome utilisé pour le LASIK. C'est une patiente qui vient de Genève. Et on voit que la sortie de lame au centre a entraîné la formation d'une cicatrice avec une perturbation très sévère de la topographie et de la borométrie chez cette patiente. Alors, on voit que dans ce cas-là, j'ai recommandé d'attendre. Vous voyez que la patiente avait 2/10 en 2014 et que sans rien faire, elle est remontée à 6/10 en 2016. Pour attendre aussi longtemps, il a fallu évidemment installer une lentille de contact rigide pour permettre à la patiente de garder la confiance qu'elle a dans son médecin. Une fois qu'on a permis à la cicatrisation de restaurer une partie de la normalité de la topographie, on peut traiter avec un traitement guidé par l'abérométrie et obtenir à la fois une très bonne correction réfractive et une très bonne acuité non corrigée. Vous voyez ici l'effet de la cicatrisation sur les cartes différentielles topographiques. On voit que la cicatrisation a permis d'améliorer considérablement la topographie dans un premier temps et que le traitement guidé par la bérométrie a permis de normaliser ce qui restait de façon très efficace. Ici, un cas très spécial où on voit que le problème est un problème syndermatotique. Ce patient a une anomalie congénitale au niveau de la peau, des os et de la cornée. Et vous voyez que sa main à côté de la mienne, je fais du 8 en gants, eh bien, il a une main qui est très très grande, qui caractérise une acromégalie. Il a également une dystrophie de la peau très importante et on retrouve les mêmes problèmes au niveau de la surface de la cornée puisque ce patient développe spontanément une sorte de ptérygion qui n'est pas liée à l'exposition solaire, mais liée à une anomalie cicatricielle. Vous voyez que malgré une
dizaines de traitements sur une période de 20 ans, ce ptérygion revient toujours et pourtant, on a fait tout ce qu'on savait faire, l'autogreffe limbique, le remplacement de la conjonctive par la membrane amniotique, les peelings itératifs avec mitomycine C, et vous voyez qu'on a des récurrences de plus en plus fréquentes avec le temps, mais on arrive à peler cette kéloïde cornéenne. Vous voyez ici que l'OCT permet de bien surveiller la réapparition de cette kéloïde après peeling, et vous voyez que ces kéloïdes peuvent être très importantes puisque ici, elles mesurent plus de 300 microns d'épaisseur. Alors, c'est Cyril qui s'invite dans la conférence. Vous voyez ici un cas très similaire chez un acromégale qui a développé également une ptérygoïde non liée à l'exposition solaire, mais plutôt liée à une rosacée très sévère. Et vous voyez que le cas a été multi-opéré avec un envahissement total de la cornée, pour lequel j'ai pu faire un remplacement total de la surface oculaire par la membrane amniotique, vous voyez, au niveau de la conjonctive bulbaire et en simple couche au niveau de la cornée, avec un excellent résultat anatomique et fonctionnel. Alors, on en vient maintenant aux cicatrices de surface de la cornée en relief, donc c'est ce qu'on appelle les dégénérescences nodulaires de Salzmann. Il s'agit d'une métaplasie fibreuse sous-épithéliale qui est liée à la migration des kératocytes, c'est-à-dire des fibroblastes du stroma, sous l'épithélium de la cornée, à la faveur d'une rupture de la couche de Bowman. Vous voyez que dans la forme la plus courante, qui est le nodule apical dans le kératocone, c'est un nodule cicatriciel induit souvent par le port de lentilles de contact, eh bien, on peut appliquer un traitement qui est très simple, on programme -8 sur une zone de 4 mm avec votre laser excimer, et vous voyez que le traitement permet d'effacer le nodule tout en normalisant d'une certaine façon la forme de la cornée en corrigeant une myopie forte. Ici, on peut corriger en l'occurrence une myopie de -18 dioptries avec ce type de traitement. Une autre pathologie liée au kératocone, c'est la rupture de la membrane de Descemet avec donc la formation d'un hydrops, donc une hydratation excessive du stroma. Vous voyez différentes formes d'hydrops ici liées à la déchirure de la Descemet. Vous voyez que cette déchirure de la Descemet, on peut l'analyser très correctement avec l'OCT de la cornée et ça permet de bien surveiller l'effet du tamponnement de cette déchirure par une bulle d'air, une bulle de gaz non expansif. À chaque fois qu'on fait ce traitement, il faut être très attentif à bien surveiller la possibilité d'un bloc pupillaire qui peut être responsable d'un glaucome induit très très sévère. Donc, dans tous les cas, respecter un bon protocole de dilatation tant que le tamponnement est en place. Vous voyez ici une autre complication du traitement du kératocone. C'est une patiente qui avait un kératocone très évolué à qui j'ai fait une DALC, donc une greffe lamellaire antérieure profonde. Et vous voyez qu'on a une complication très typique de ce type de cas où la Descemet excessive fait des plis sous le greffon qui est plus petit que la Descemet. Alors, vous voyez que ces plis entraînent une limitation de l'acuité visuelle et j'ai eu l'idée originale dans ce cas d'insérer un anneau intracornéen qu'on voit ici entre la Descemet et la greffe pour retendre la Descemet et effacer les plis. Vous voyez que ça a très bien marché, non seulement sur l'effacement des plis, mais aussi de façon inattendue sur la suppression de l'astigmatisme du greffon. Vous voyez ici un autre cas exceptionnel, c'est une cornea plana, une patiente qui vient de Tunisie et qu'on m'a adressée. Il n'y a pas vraiment de solution actuelle à ce problème. Vous voyez que la cornée est tellement plate qu'elle paraît parallèle à l'iris. Cela induit une hypermétropie d'environ 15 dioptries et on n'a pas de traitement actuel. Peut-être aujourd'hui, on pourra procéder à l'implantation de lenticules stromaux découpés dans des cornées donneuses au laser femtosebond. L'extrême du spectre de déformation de la cornée par rapport à la cornea plana, c'est ce que vous connaissez, le kératoglobe. Cette image très exceptionnelle est sur un jeune patient qui m'a été envoyé par Pierre-Yves Santiago, où on voit qu'on a l'illustration tout à fait exceptionnelle de ce qui s'est passé dans ce kératoglobe. Vous voyez que si l'on considère que la cornée est faite de lamelles cornéennes qui se croisent sous forme d'une croisée d'ogives, les lamelles postérieures aboutissent au limbe antérieur. Eh bien, on voit ici une image très spéciale de claquage des lamelles cornéennes qu'on voit ici en fente fine
et qu'on voit également ici de face, avec ici les lamelles antérieures et les lamelles postérieures qui sont séparées par un espace clair qui est la zone de claquage. Cette image est également intéressante parce qu'elle montre que chez ce patient atteint des kératoglobes, on a sur l'autre œil une image typique de dégénérescence marginale pellucide. On voit donc qu'il y a des formes de passage entre le kératocone simple, où la rupture des lamelles cornéennes est assez focale, une rupture plus semi-circulaire dans la dégénérescence pellucide et une rupture annulaire dans le kératoglobe. Une autre déformation de la cornée de type ectasique peut faire suite à l'amincissement marginal de la maladie de Terrien. Cette maladie, vous voyez, se caractérise par un dépôt de lipides sur la berge centrale, un amincissement assez important de la périphérie cornéenne, avec une vascularisation, ce qui la distingue de la dégénérescence pellucide. Vous voyez que dans cette maladie de Terrien, on a une image topographique qui est la même que celle de la dégénérescence marginale pellucide et une évolution progressive. En principe, la maladie de Terrien ne se rompt pas, il n'y a pas de perforation comme dans le kératoglobe, mais ici un cas très exceptionnel d'amincissement extrême avec, vous voyez, en OCT en 2013 chez ce patient, eh bien, un amincissement considérable que l'on voit pas très bien sur la lampe à fente, mais qu'on voit beaucoup mieux sur le CT. On voit que cet amincissement est en fait masqué par la réaction de Panus néovasculaire qui a envahi la périphérie de la cornée. On voit ici une image inversée de dégénérescence marginale pellucide et ici l'image tout à fait inhabituelle de rupture de la cornée dans cette maladie de Terrien avec une hernie d'iris qui a été traitée par mon remplaçant, le docteur Chadi Mehana, par une greffe lamellaire. J'ai repris ce patient par la suite pour lui réinsérer un implant artisan clippé la face postérieure de l'iris puisqu'il avait perdu son cristallin lors de l'issue de vitrée consécutive au traumatisme responsable de la rupture cornéenne. On voit ici la différence avec la dégénérescence marginale pellucide, où vous voyez que ce patient qui m'a été envoyé par Pierre Baudu de La Réunion a des décotés, un amincissement extrême, qu'on voit très très bien ici sur la lampe à fente, et cet amincissement est responsable d'un astigmatisme d'une quinzaine de dioptries. Dans ce cas, le traitement le plus adapté, c'est de resséquer la zone amincie pour suturer la cornée périphérique à la berge limbique. On voit que ce traitement est très efficace. Typiquement, la résection cunéiforme permet de corriger environ 10 dioptries d'astigmatisme pour une résection d'1 millimètre de flèche. Vous voyez qu'ici, on a fait avec le laser femtoseconde une résection de 1,5 mm sur 8 mm d'arc, ce qui a permis de corriger environ 10 dioptries d'astigmatisme chez ce patient des deux côtés. Et on a complété ce traitement de l'astigmatisme par l'utilisation d'implants toriques avec, vous voyez, un résultat remarquable puisqu'il est passé de 3/10 avec correction de 15 dioptries d'astigmatisme à 7/10 par INO2 sans correction. Ici, un dernier cas pour vous montrer ce challenge endothélial. Vous savez que lorsqu'on a des cataractes aussi évoluées que celle-ci, eh bien, la chirurgie de la cataracte est à très haut risque de perte endothéliale. Ça, c'est le premier œil de la patiente opéré par un très bon chirurgien parisien que je connais bien. Et quand la patiente s'est présentée, j'ai eu beau lui dire de retourner voir son chirurgien, elle n'a pas voulu et j'ai dû l'opérer moi-même, vous voyez, avec le même degré de perte endothéliale que ce qu'on a eu sur le premier œil. Je voudrais terminer cette présentation avec cet exemple de DIMEC. Vous voyez que cette patiente avait initialement eu une DISEC et que l'on a dû changer cette DISEC qui avait un résultat visuel insuffisant. On a donc fait une DIMEC et par la suite, j'ai opéré la cataracte de cette patiente avec un implant multifocal qui lui a permis de récupérer 10/10 par NO2, un résultat qu'on n'aurait jamais pu espérer il y a une dizaine d'années lorsqu'on faisait encore des kératoplasties transfixiantes pour les œdèmes cornéens. Je voudrais également ajouter ce petit cas très intéressant parce qu'il illustre la physiopathogénie de la déshydratation stromale. Vous voyez qu'on a l'habitude de penser que l'endothélium est le seul à déshydrater la cornée, mais ce cas illustre bien ce schéma théorique qui montre que l'équilibre osmotique et oncotique de la cornée est lié non seulement à la fonction endothéliale, mais également à la barrière épithéliale et également à la tension des lamelles cornéennes. Vous voyez que dans ce cas, on a fait ce qu'on appelle un intracorps pour la correction de la presbytie, c'est-à-dire qu'on n'a touché ni l'épithélium ni l'endothélium.
et on a simplement découpé des anneaux à l'intérieur du stroma en relâchant la tension des lamelles intrastromales. Dans ce cas, vous voyez qu'on a induit de façon très curieuse un œdème cornéen qui heureusement est régressif, mais qui illustre bien le rôle que joue cette tension mécanique des lamelles stromales pour favoriser cette déshydratation et maintenir l'hydratation de la cornée aux 78% nécessaires pour sa transparence. J'ai encore quelques images à montrer. On va prendre une minute de plus pour vous montrer ces jolies images de dystrophie postérieure polymorphe en forme vésiculaire et la forme qui est également fréquente de dystrophie en rail. Ici, vous voyez un cas de rupture spontanée de la desmède chez un jeune homme qui était porteur de vésicules de dystrophie postérieure polymorphe à l'occasion probablement d'un simple frottement oculaire. Ici, un autre cas de dystrophie postérieure polymorphe en rail. Chez cet interne en radiologie que j'ai opéré de l'ASIC et vous savez que son hydratation était un peu moins bonne d'un côté que de l'autre. Vous voyez que j'ai dû faire une retouche chez cette patiente en cas, à cause d'une insuffisance de correction liée à l'hydratation stromale. Un autre cas, le dernier, je pense, d'une association entre un vrai kératocone et cette dystrophie postérieure polymorphe qui caractérise la mutation du gène VS6-1 dont je vous ai parlé lors de la session kératocone tout à l'heure. Ici, un cas de préservation de l'endothélium malgré l'implantation d'un implant FAC à appui angulaire. Vous savez que ces implants doivent être en principe enlevés. Pardon. Ah, il me manque l'image nécessaire, désolé. Mais c'est pour vous montrer que ces implants FAC à appui angulaire doivent être systématiquement enlevés ou surveillés de façon extrêmement précise pour éviter les pertes endothéliales à long terme. Ici, une image qui date d'il y a une quinzaine de jours et que je ne comprends pas. Donc, c'est vraiment le mystère cornéen total. C'est un patient que j'ai opéré de l'ASIC. Une semaine après, je vois ces petits globules en grand nombre. Ce sont des globules réfringents qui sont apparus non pas dans l'interface, comme on pourrait le penser, mais directement sous l'épithélium de la cornée. Et j'imagine que c'est une partie du conservateur ou d'un traitement qu'on lui a donné. Pourtant, il n'y a pas eu de pommade utilisée par ce patient qui se sont infiltrés sous l'épithélium et qui se sont condensés. Je terminerai cette présentation avec ce fameux Rainbow Glare. Vous savez que lorsqu'on a commencé à utiliser le laser femtoseconde en 2001, eh bien, certains auteurs, dont Ron Kruger aux États-Unis, ont décrit cet effet visuel indésirable très spécifique que dessinaient les patients du Rainbow Glare. Ron Kruger a publié en 2008 l'explication théorique de ce Rainbow Glare, donc cet halo prismatique qui en forme d'arc-en-ciel. Et cette explication, c'était de dire que les lasers de l'époque faisaient des impacts qui étaient séparés à intervalles réguliers et qui permettaient la formation d'une interférence constructive responsable de cette image très particulière. Damien Gatinel, en 2013, a publié un nouveau cas de Rainbow Glare d'interférence constructive, ce qui est très curieux parce que ces Rainbow Glare avaient disparu du paysage ophtalmologique avec l'amélioration de la fréquence des lasers femtosecondes et le rapprochement des impacts. Et donc, depuis 2008, on n'avait plus vu de Rainbow Glare et tout d'un coup, on en voit quelques-uns apparaître, notamment dans ce cas publié par Damien Gatinel. Alors, Damien a fait une explication extrêmement précise et détaillée, remarquable, de l'interférence constructive responsable de l'apparition de ces images et liée à l'espacement régulier, en théorie, des impacts de laser femtoseconde. Vous voyez que c'est une publication de 2013. Alors, j'ai vu à ma consultation un patient qui s'est présenté en disant « Docteur, j'ai un Rainbow Glare ». Et je lui dis « Mais comment le savez-vous » Il me dit « Je suis le premier cas publié en 2013 par Damien Gatinel ». Et ce cas m'a donc beaucoup intéressé. J'ai donc essayé de savoir s'il y avait des imperfections dans le traitement LASIK qui avait été fait. Vous voyez que c'est un traitement absolument parfait. Les images de topographie sont parfaitement centrées. La barométrie est parfaitement normale. Alors, en interrogeant ce patient, je me suis rendu compte qu'en fait, il était surtout gêné en lumière intense, ce qui est spécifique des phénomènes de diffraction. Et je l'ai donc examiné en fente un peu mieux
Et je me suis rendu compte que moi aussi, malgré les 20 ophtalmos qui s'étaient succédés pour examiner ce patient, j'étais passé à côté d'une image très particulière de dispersion pigmentaire extrêmement importante, avec donc une perméabilité optique de son iris tout à fait inhabituelle. En examinant encore un peu mieux ce patient, je me suis rendu compte qu'il avait une cornée aggutata et que finalement, chez ce patient, ce n'était pas l'espacement des impacts de laser femtoseconde qui était la cause du rainbow glare, mais c'est l'espacement des gouttes de gutata dans son endothélium et la perméabilité optique inhabituelle de la périphérie de son iris. Voilà, donc c'est un cas qui illustre merveilleusement la relation toujours étroite dans la cornée entre la théorie et la pratique, entre la physiologie et la pathologie, entre ce qu'on voit et ce qu'on peut comprendre. Je vous remercie beaucoup de votre attention.